C'était il y a presque 30 ans, la répression des manifestations de la place Tiananmen. Certains ont voulu y voir la fin du Parti communiste chinois et même peut-être l'avènement de la démocratie. C'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Merci François Bougon d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde et vous signez ce livre, La Chine sous contrôle, Tiananmen 1989-2019, aux éditions du Seuil. Vous êtes donc journaliste, je l'ai dit. Vous avez passé plusieurs années en Chine comme correspondant de l'AFP. Pour vous, la répression de Tiananmen, ça a été le début d'une reprise en main dure du régime ? Oui, ça a été une reprise en main dure, mais dans l'immédiat, ça n'a pas été vu comme ça, puisqu'on a eu... dans l'immédiat, oui, les conservateurs ont gagné, l'armée est intervenue. Deng Xiaoping, qui était l'homme fort de l'époque, avait misé sur l'armée. Donc, dans les 3 premières années qui suivent Tiananmen, c'est vraiment la version très dure. Et puis après... ça s'est ouvert de plus en plus et donc on s'est habitué à une sorte de régime beaucoup plus ouvert et on s'est dit peut-être que Tiananmen était une expérience ratée d'une certaine manière, que la démocratie allait venir, que la démocratisation de toute façon allait arriver puisque la Chine se développait économiquement. Vous citez François Mitterrand dans ce livre, en 4e de couverture aussi, qui déclare alors qu'un pouvoir qui tire sur sa jeunesse n'a pas d'avenir. C'était une erreur. Oui, alors il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. C'était juste avant la fin du mur de Berlin, quelques mois avant. Et donc je pense que les Occidentaux étaient dans l'idée que leur système, ce qu'on appelait le monde libre à l'époque, face au bloc soviétique, face au bloc socialiste dont faisait partie la Chine, que le monde libre avait gagné cette bataille des idées, cette bataille économique. Et donc, d'une certaine manière, François Mitterrand, il réagit en homme de son époque. Il est certain d'un sens de l'histoire. Il est certain que le fait que le régime chinois a réprimé son peuple, a tiré sur ses étudiants, a tiré sur cette jeunesse, pour lui, c'est le synonyme de la fin de ce régime. Et en fait, 30 ans après, c'est pas du tout ce qui s'est passé. L'histoire nous a apporté un cruel démenti, en tout cas pour les Occidentaux. Ce qui a peut-être aussi induit en erreur, c'est cette photographie, icône absolue de ces manifestations et de la répression de Tiananmen, de cet homme en chemise blanche qui s'avance face à un char qui l'empêche de passer. Oui. Le char ne l'écrase pas et en fait qui a été repris à son compte par le régime. Regardez comme nous n'écrasons pas nos propres citoyens alors que ça n'avait pas du tout été le cas. Dans un premier temps, ce cliché est repris à son compte justement, comme vous le dites, par le gouvernement, par le régime, par le parti, pour montrer qu'il a fait preuve de retenue. Après, il va il va censurer cette photo. Mais dans un premier temps, elle est utilisée par la propagande. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont nous, occidentaux, utilisons ce cliché, ce que j'appelle ce cliché, pour résumer Tiananmen, alors que c'est le 5 juin. C'est le lendemain, donc. C'est le lendemain. On a du mal, par exemple, à prendre des photos. On aurait pu imaginer qu'on prendrait des photos de répression, des photos sanglantes, des photos de chars écrasant des manifestants pour représenter cet événement. Ce qu'on a, nous, choisi, et ça va bien dans le sens de ce que je disais au début. Ouais. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est voir d'une certaine manière, l'homme qui se lève contre ce régime, le dissident. Donc c'est l'espoir qu'on veut voir, nous. C'est pas la répression pure et dure. Alors, il y a un choix qui s'opère au sein du Parti communiste chinois à cette époque-là, entre, vous l'avez dit, les conservateurs et ceux qui sont plus réformateurs. Ce sont les conservateurs qui vont gagner, qui disent que la Chine n'est pas prête à une vraie démocratisation, en réalité, mais qu'il faut passer d'abord par un pouvoir économique fort. Exactement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant 89, la Chine a vécu une période d'ébullition intellectuelle assez forte. Conservateurs et réformateurs s'opposaient au sein du parti. Chacun avait sa définition de ce que pouvait être le développement économique, l'ouverture politique de la Chine. Et sur fond de cette confrontation au sein du parti, il y avait aussi une société civile qui s'ouvrait, qui regardait des idées venant d'Occident. Certains même pensaient que le modèle occidental était un modèle pour la Chine. Et dans ce débat, il y a eu un courant qu'on appelait le courant néo-autoritaire, avec 2 écoles. Alors je passe les détails, mais une école à Pékin, une école à Shanghai. Et en fait, c'est ce courant néo-autoritaire, d'une certaine manière, qui est repris après la répression de 89 pour un réarmement idéologique du régime et du parti. Et donc, ce qu'on voit, c'est l'idée que c'est un régime fort
qui peut mener la Chine là où elle doit être, c'est-à-dire peut-être au premier rang mondial, en tout cas dans un régime de développement économique très très fort. Et l'un des personnages, l'une des personnalités de cette école, un intellectuel qui s'appelle Wang Huning, se retrouve aujourd'hui parmi les 7 au cœur du comité permanent du bureau politique, aux côtés de Xi Jinping. Alors lui, justement, il est intéressant, hein, parce qu'en fait, il dit que les fameuses valeurs universelles de l'Occident ne sont pas du tout universelles en Chine, et que le modèle chinois pourrait très bien s'exporter, en clair. Tout à fait. En fait, il est nourri. Alors, Wang Huning, il faut comprendre que c'est un francophone. Il a énormément travaillé sur les concepts de souveraineté. Il s'est énormément intéressé à l'émergence au Moyen-Âge de la souveraineté. C'est quoi un État fort? C'est comment on élabore un État fort? Il travaille sur un auteur comme Jean Bodin, par exemple. Et lui, Wang Huning, il a une idée assez simple. Il dit que le communisme tel qu'il existait jusqu'à Mao, etc., et 89 représente d'une certaine manière la faillite de ça. Il faut reconstruire quelque chose. Et donc il va reconstruire, enfin il va aider à reconstruire, et à partir de 89, il est appelé par Jiang Zemin, qui est le nouvel homme fort du régime et qui est aussi un shanghaïen. Et aux côtés des différents secrétaires généraux du Parti communiste, à partir de là, lui, va être l'idéologue. Et en fait, c'est pour ça que je le mets dans le livre, parce que c'est un personnage intéressant pour comprendre l'évolution de ce régime et pourquoi il veut gagner la bataille des idées. Oui, c'est une contre-offensive idéologique clairement qui s'établit, et lui, il a été nourri justement par beaucoup de penseurs. Vous citez aussi Samuel Huntington. Hein. Il est. Alors il y a des du choc des civilisations. Le choc je cite une scène dans le livre. Je crois que c'est Bill Clinton qui vient dîner avec, qui vient à Pékin dîner avec Jiang Zemin, et Bill Clinton évoque Huntington et il dit bah oui, moi je sais, Wang Huning m'en parle. Enfin, et donc en fait lui, il est vraiment dans ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire d'une certaine manière la guerre des civilisations. Le régime chinois aujourd'hui insiste énormément sur ce concept de civilisation. Pourquoi il insiste sur ce concept de civilisation? Ça lui permet d'opérer un certain relativisme et de dire écoutez, il y a des civilisations, des États-civilisations, vous avez la Grèce, la Chine, etc. Ils ont créé un forum des civilisations et donc chaque civilisation se vaut. Et les valeurs universelles que vous nous montrez, non, c'est votre civilisation, c'est pas la nôtre. Donc nous, on a notre modèle, on a notre solution, et donc elle peut s'appliquer. Ne venez pas avec vos idées occidentales. Mais en revanche, eux viennent actuellement, notamment en Occident, via ces nouvelles routes de la soie dont on parle beaucoup actuellement, routes de la soie économique et commerciale, mais aussi symbolique. Alors ces idées, elles permettent en fait d'agrémenter des projets qui sont d'abord économiques, géopolitique, et après vous mettez dessus ce discours un peu culturaliste d'une certaine manière qui permet, je dirais, d'enrober les choses. Mais si on gratte, c'est d'abord avant tout une question d'influence. Alors, on va revenir aussi à Tiananmen, sur cette place qui est un symbole en Chine. Mao Zedong en a fait une place gigantesque pouvant accueillir 500 000 à 1 million de personnes et qui a été le théâtre avant 1989, et ça je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, déjà d'une première manifestation, contestation. C'était en 1976 et c'était pour rendre hommage au Premier ministre. C'était pour rendre hommage à Chou En-lai. Alors la place, elle a une signification aussi parce qu'il y a 100 ans, en 1919, le 4 mai 1919, il y a eu déjà une manifestation étudiante pour protester contre le traité de Versailles. Et donc c'est vrai qu'elle a une signification déjà avant l'arrivée des communistes au pouvoir, de ce fait, parce que de ce mouvement du 4 mai 1919 est né le Parti communiste chinois. Après, c'est vrai que 1976, c'est une sorte de répétition de 1989. Vous avez la population de Pékin qui veut rendre hommage à Chou En-lai. En 89, ils veulent rendre hommage à Hu Yaobang, qui était l'ancien secrétaire général. Et là, vous avez d'une certaine manière, une sorte de... c'est la répétition. La manifestation est réprimée par la bande des quatre. Et puis on observera quelques années après la réhabilitation de ces manifestants. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que certains de ceux qui ont participé à 1989 voudraient que 89 soit réhabilité comme 76 avait été réhabilité. Alors, Hu Yaobang, dont vous avez parlé, c'était le secrétaire général du Parti communiste, auquel voulaient rendre hommage en 1989 certains étudiants, ouvriers et tout ça. Et cet homme-là, en fait, est-ce qu'il soutenait vraiment les étudiants? On lui avait reproché d'être trop laxiste, c'est pour ça, je crois, qu'il avait été limogé. En fait, il est limogé en 87, parce qu'il y avait déjà eu des manifestations étudiantes, et Deng Xiaoping
Alors, il y a plusieurs explications. Certains disent que Deng Xiaoping avait considéré qu'il avait été beaucoup trop faible face à la manifestation des étudiants. Certains disent, d'autres... Il y en a eu en 86 et 87. Voilà, 86, c'est quand même des périodes de mobilisation. C'est ce que je vous disais, il y a une ébullition intellectuelle et elle se reflète dans les universités. Et certains disent aussi que Deng Xiaoping se méfiait de lui, le trouvait beaucoup trop réformateur et pensait qu'il allait faire comme Khrouchtchev avait fait avec Staline quand il allait arriver au pouvoir. Alors, est-ce qu'un nouveau Tiananmen est aujourd'hui possible selon vous ? Alors ça, c'est vraiment la question, c'est la question piège, mais c'est la question qui revient systématiquement de la part des Occidentaux. Déjà, c'est difficile de dire. Ce qu'on peut dire dans l'immédiat, ça me semble très compliqué. Je veux dire, c'est pour ça que le livre s'appelle « La Chine sous contrôle ». On est face à un régime, certains disent une dictature parfaite, qui contrôle la population et qui aussi est soutenu par une partie de la population parce que c'est le réarmement idéologique dont je vous parlais. Ils ont su construire un nouveau régime et le nationalisme est un élément très très important. Donc une partie de la population vit mieux et soutient le régime. Mais il y a quand même des mouvements de contestation sociale en Chine qu'on voit énormément, depuis des années, oui, que vous avez dû suivre en tant que correspondant de l'AFP. Après, c'est des mouvements de contestation sociale, c'est des mouvements qui sont réguliers, qu'on observe dans les usines. Vous avez aussi des mouvements parmi certains étudiants qui ont été réprimés récemment et qui soutenaient aussi des ouvriers. Ça, c'est régulier. Mais vous n'avez pas comme en 89, ce moment où tout se coalise d'une certaine manière, où tout se coagule et aboutit à un mouvement d'ampleur, un mouvement qui est qui va au-delà d'un mouvement social, qui est un mouvement politique, un tremblement de terre politique. Et en ce qui concerne la liberté de la presse, est-ce que ça fait partie des demandes aujourd'hui avec les réseaux sociaux et autres ? Il y a eu quelques années l'espoir qu'avec les réseaux sociaux, il y avait des espaces de liberté, des espaces d'expression. Aujourd'hui, ces espaces-là, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en 2012, se sont totalement réduits. En fait, il veut tout contrôler, il veut tout réprimer. Les avocats ont été la cible de la répression et les journalistes aussi. Donc, la liberté d'expression, elle n'existe pas en tant que telle dans l'espace public. Elle existe entre particuliers, dans des petits groupes, certains sur WeChat, le réseau social chinois. Mais à l'heure actuelle, prendre position publiquement contre le régime est plutôt